Nous recevons donc Marc Godet, qui est le premier vice-président du conseil départemental, président de la commission bâtiments, routes et transports, et vous avez aussi la responsabilité donc du SDIS, le service de prévention et de protection des habitants. Vous êtes maire d'Asseroux. Marc Godet, bonjour. Bonjour. Christian, bonjour. Bonjour Yann, bonjour Monsieur Godet. Pour rappel, le département du Loiret, c'est 3600 km de réseau routier, 1000 ouvrages d'art, 300 bâtiments environ, qui constituent le patrimoine donc bâti du département. Puis aussi, vous avez en charge 800 élèves en situation de handicap qui bénéficient donc d'une prise en charge de vos services. Vous êtes à la tête d'un important secteur. Effectivement, c'est une commission extrêmement importante puisqu'elle couvre à la fois les bâtiments, les routes, les transports, donc qui sont des compétences qui ont été maintenues par la loi NOTRe, donc pour ce qui concerne les routes départementales, maintenues au département évidemment. Pour ce qui concerne les bâtiments des collèges, maintenus aussi au département. Par contre, les transports, une partie sera maintenue au département, le transport des élèves handicapés. Par contre, la région reprendra cette compétence transport À terme, à compter du 1er janvier 2017 pour les lignes régulières, du 1er septembre 2017 pour le transport des enfants. Christian Vidot. Oui, j'ai envie de revenir sur les routes parce que c'est pas toujours très clair dans l'esprit de nos concitoyens et dans le nôtre. Donc vous vous occupez uniquement des routes départementales et non pas des nationales. Alors, il n'y a plus de route nationale dans le département du Loiret, il faut le savoir. Donc toutes les routes ont été transférées de l'État au département. Donc il reste un réseau autoroutier là, qui dépend d'un concessionnaire. Des routes départementales à fort trafic, par exemple l'ex-nationale 60, l'ex-nationale 7, l'ex-nationale 20, donc qui sont devenus la 2020, la 2007 et la 2060. Et puis un réseau routier départemental qui est avec un trafic inférieur, donc des routes qu'on qualifiera de réseau numéro 2, on dirait, et puis après un réseau numéro 3 où on a des routes départementales, parfois avec un trafic d'une centaine de véhicules par jour. Donc vous avez récupéré des routes, est-ce que le budget a augmenté en conséquence ? Alors, à l'époque du transfert, en 2004, effectivement, l'État a donné les moyens au département d'assumer cette compétence. L'État maintient aussi un niveau de subvention pour tout ce réseau routier, ex-réseau routier national, pardon. Le département aide aussi les communes sur les voies communales. On a un dispositif d'aide aux communes qui leur permet de faire des investissements de sécurité. L'aide de l'État est suffisante pour entretenir nos Non, bien sûr que non, parce que le réseau routier national était quand même assez défaillant. Je pense que l'État avait levé le pied sur l'entretien. Donc le département a récupéré un réseau routier qui n'était pas très très performant, avec une compensation financière, mais qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre. Est-ce qu'on peut avoir un volume à peu près de cette enveloppe financière ? Moi, j'ai pas le volume du transfert financier de l'État vers le département à l'époque, c'était en 2004. Donc, aujourd'hui, c'est un budget de combien pour entretenir ces routes ? Alors, ça, c'est un peu compliqué parce qu'on a l'entretien courant du réseau routier. Cette année, le budget est en gros de 1 700 000 euros. C'est pas un gros budget, puisqu'on a connu des budgets à plus de 7 millions d'euros pour l'entretien de nos routes départementales. L'année prochaine, dans notre projet de mandat, puisque vous le savez, le président Sori a tenu à ce qu'on monte un projet de mandat, donc, qui va de 2016 jusqu'en 2021, on passera à 6 millions d'euros pour l'entretien de nos routes départementales. Est-ce que par exemple la RN 60, qui est donc maintenant au département, est un peu négligée à cause de l'ouverture de la 19, l'autoroute Orléans-Montargis ? Non, elle n'est pas négligée. Alors, vous savez que sur cette route ex-route nationale 60, donc RD 2060, nous allons engager des travaux importants, notamment au niveau de l'échangeur de châssis, puisque là, on sait qu'il y a ce qu'on appelle des remontées de fils sur la route, sur la 4 voies, qui sont potentiellement dangereux. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des files d'attente qui veulent sortir sur le châssis et c'est extrêmement dangereux. Tout à fait. Alors, soir en particulier. Effectivement, c'est potentiellement dangereux. C'est-à-dire heureusement, Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas d'accident grave. Donc on a l'échangeur de châssis qui va être, les travaux vont être engagés prochainement, le plus tôt possible, puisque là on a un accord avec l'agglomération et la commune de Chessy, on travaille à 3 sur ce projet. Et puis on aura aussi l'échangeur de Châteauneuf-sur-Loire, là aussi on fera des travaux importants, notamment la création d'un giratoire à la sortie pour fluidifier le trafic. Et vous avez fait Amilly aussi récemment, si je ne m'abuse. Et nous avons lancé Amilly, effectivement. Amilly, là où convergent la RD 2060 et la RD 2007. Donc 2 axes importants. Parce qu'en 2015, donc, il y a eu 48 morts sur les routes du Loiret. Depuis janvier, le bilan n'est pas très bon, puisqu'encore ce week-end dernier, on a eu 2 morts sur la D9 à la sortie de Vitriol. Effectivement, c'est un bien triste bilan. D'autant qu'on a eu en 2014 une année exceptionnellement, je dirais, avec un taux de mortalité extrêmement bas. Ça, on pouvait s'en réjouir. Sauf qu'en 2015, on est revenu à des chiffres importants. Alors, quelle est la cause de ces accidents ? On le sait.
Généralement, ce sont des problèmes de comportement. Donc vitesse inadaptée sur une chaussée glissante, par exemple, lorsqu'il pleut, ou l'alcoolémie, les stupéfiants, l'excès de vitesse, etc. Donc c'est souvent, malheureusement, les décès sont dus à des comportements inadaptés sur les routes. La chaussée n'est pas en cause, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a un accident, systématiquement, il y a une enquête réalisée par nos services des routes pour savoir si la chaussée est en cause ou si il y a un défaut d'aménagement. Ça peut être le cas. Donc je termine sur ce point-là, ce qui fait que sur le département, on recense des zones d'accumulation d'accidents. Et c'est point noir, comme on dit. Hein. Et l'objectif du département, c'est d'arriver à 0 point noir sur les routes départementales à la fin du mandat. Pour confirmer ce que vous dites, il y a une augmentation de 16,7% des accidents chez les 18-24 ans pour des comportements, comme vous le dites, avec l'alcool, la drogue, etc. Les points noirs dont vous parlez, est-ce que donc, vous allez les éradiquer? Est-ce que vous avez un budget pour ça? Bien sûr, donc ce budget, il se construit au fil de l'eau. Par exemple, je vais vous citer le cas du giratoire de Messa, on appelle ça le giratoire de Messa, donc sur la commune de Messa, juste avant Beaugency. Là, on a un carrefour qui est dangereux, avec des morts qui ont été enregistrés sur ce secteur. Donc le département va engager la création d'un giratoire sur cette route-là. Donc ça, un giratoire, c'est en gros 1 500 000 €. Voilà, donc ça, c'est des points qu'on traite au coup par coup, donc sur ces zones dangereuses. Mais ceci dit, on a aussi une politique de ce qu'on appelle la réduction des obstacles latéraux. C'est-à-dire qu'on abat des arbres. C'est vrai que c'est pas très populaire d'abattre des arbres d'alignement parce qu'ils sont là depuis longtemps, parce qu'ils sont là depuis 100 ans, certains. Ceci dit, ce qu'on voit, c'est que l'arbre ou le poteau électrique ou téléphonique, c'est un facteur aggravant d'accident. C'est-à-dire qu'une sortie de route, lorsqu'elle se produit dans un champ, bon, ça fait des tonneaux parfois. On ne peut pas mettre une glissière de sécurité. Alors, le danger des glissières de sécurité, c'est qu'elle renvoie parfois sur la chaussée, l'autre partie de la chaussée. Voilà. Combien de morts avant de faire les travaux? Est-ce qu'il y a un chiffre? Non. C'est souvent la question qui se pose. On attend. Oui, bien sûr. Non, on ne raisonne pas comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on observe ces zones dangereuses. À la limite, dès qu'il y a un mort dans un carrefour, on traite le sujet. Alors, pas forcément avec un aménagement lourd. Je vois par exemple sur le secteur alors vous ne connaissez peut-être pas, mais sur Charmant-en-Beauce, donc là dans le nord du département, on a enregistré plusieurs accidents sur la départementale 97, une intersection qui est en race campagne, qui présente a priori pas de danger, sauf que on se dit, voilà, les gens arrivent d'une ligne droite et puis ils arrivent directement sur un carrefour. Donc ce qu'on a fait, il y a eu des morts à cet endroit-là, on n'a pas fait de giratoire, on a mis des bandes rugueuses. C'est simplement pour que ça réveille un peu l'automobiliste. Ça, c'est des aménagements qui sont peu coûteux, qu'on peut lancer immédiatement, très rapidement, après un accident. Et ensuite, on peut faire un aménagement plus lourd. Sans être fataliste, on peut dire aussi qu'il y a énormément de circulation dans le Loiret parce que c'est un département très passant, du nord au sud, du sud au nord, et dans tous les sens. Donc ça, on n'y peut pas grand-chose. Tout à fait. Lorsqu'on calcule le nombre d'accidents rapportés au kilomètre parcouru, on a des chiffres qui sont extrêmement bas. Parce que c'est, comme vous le dites, le département est le département le plus circulé de la région Centre. On va toujours rester dans le réseau routier, le projet du pont de Jargeau. Bien, vaste programme. Alors, le projet du pont de Jargeau, effectivement, c'est un sujet qui porte à polémique en ce moment, il faut le reconnaître, mais c'est un sujet qui est traité depuis pratiquement une vingtaine d'années par le département. Qu'est-ce qu'on constate sur Jargeau? Un encombrement régulier dû à un trafic de véhicules important, puisqu'il y a plus de 15 000 véhicules jour qui passent sur le pont, et puis il y a surtout un trafic poids lourd important aussi dans Jargeau. Donc lorsqu'on observe ce phénomène, où que ce soit, on avait le cas du Bardon, par exemple, près de Main-sur-Loire, on a le cas de Bazoches-les-Galandes. Dans ces cas-là, on réfléchit à créer une déviation. Sauf que là, la déviation n'est pas simple, puisqu'il y a une déviation doublée d'un pont sur la Loire. Et lorsque on sait que la Loire est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, il a fallu engager de nombreuses études qui ont été faites. Et moi, je suis un peu des élus qui râlent après les études. On nous dit toujours une étude de ceci, de cela. Ceci dit, elles ont été faites, et je pense que c'est une nécessité. La réflexion a duré pratiquement une vingtaine d'années. Je pense qu'il était nécessaire que cette réflexion ait lieu sur une vingtaine d'années. Maintenant, la phase d'enquête publique s'est terminée il y a quelques semaines. Les commissaires enquêteurs sont en train de concevoir leur rapport. Puis ensuite, le préfet aura à se prononcer sur une DUP vers la fin de l'année, probablement. Et vous êtes optimiste sur la sortie de cette DUP? Oui, parce que, alors c'est vrai que les observations, il y avait beaucoup d'observations qui étaient un petit peu, alors certaines idéologiques,
faut le dire, parce que c'est vrai que c'est un peu comme, je ne vais pas comparer à Notre-Dame-des-Landes ou au barrage de Sivens, mais pour être clair, vous avez eu l'opposition de l'élu écologiste Thierry Solé au conseil départemental. Tout à fait, donc Thierry Solé, Thierry Solé a une position très ferme sur cet aménagement. Il le refuse systématiquement parce que pour lui, ça ne va pas dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que construire un ouvrage comme celui-ci, pour lui, c'est ce qu'on faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est bien nécessaire de soulager les populations de Jargeau. Et ça, quand on en parle au maire de Jargeau, au maire de Darvois, eux, ils sont très attachés à cette déviation. C'est-à-dire que les camions passent juste à côté des écoles. On a des gamins sur les trottoirs qui circulent et les camions qui passent à côté. 15 000 véhicules par jour. Donc, oui. Non, pardon, c'est une petite boutade. On aurait peut-être pu mettre un pont en bois pour... Peut-être, pourquoi pas. Non, alors, vous savez qu'on a eu des observations. Alors, il y a même certaines personnes. Oui, non, mais il y a certaines personnes qui proposent un tunnel. Certaines personnes proposent un caisson. Donc, on dépose un caisson légèrement enterré dans le lit de la Loire et on passe dedans. Donc, non, mais bon, je pense qu'il y a quand même beaucoup de solutions. Un téléphérique, non. Pas encore. C'est une innovation dans le département du Loiret. Ça serait de l'innovation, effectivement. Mais c'est vrai que, bon... Une déviation, elle doit passer en dehors des bourgs, en dehors des zones bâties. Si elle passe trop près des zones bâties, ça n'a pas de sens, parce qu'on recrée une nuisance. Là, dans ce cas-là, on est passé sur ce pont de Mardier, puisqu'il est sur Mardier d'Arvois. Et ensuite, c'est quand même un projet de 15 km, une déviation de 15 km, qui contourne Saint-Denis-l'Hôtel, qui passe ensuite à l'ouest de Jargeau, et qui descend pratiquement jusqu'à Marcilly-en-Villette. Donc, c'est un projet extrêmement important, structurant, et c'est vrai que toutes ces études qui ont été faites sur la traversée de la Loire, toutes les précautions étaient prises, parce qu'on passe dans un site très particulier. Y compris le classement à l'UNESCO, parce qu'il peut y avoir des réserves sur l'architecture du pont. Alors, le pont, c'est un pont extrêmement discret qui va... Bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le petit film qui a été projeté, qui est en ligne sur le site du département, mais c'est vrai que c'est un pont qui s'insère dans le paysage. C'est vrai que on est conscient que ça peut créer une nuisance là où il n'y en a pas. Ceci dit, on va soulager le pont de Jargeau. On va soulager aussi en partie le pont Tina, quand même, il faut bien le savoir. Le calendrier de ce projet. Le calendrier, donc le préfet doit prendre cette déclaration d'utilité publique vers la fin de l'année, ce qui signifie qu'ensuite on peut engager les travaux. Alors les premiers travaux, ça ne sera pas visible, ce sera des remembrements, principalement au sud de la Loire. Il y aura cette déviation dans un premier temps de Saint-Denis-de-l'Hôtel, avec des ponts sur la voie ferrée. Il faut quand même bien préciser aussi que la ligne ferroviaire pourra réouvrir lorsque la déviation sera réalisée, puisque ça permet aussi de franchir la voie ferrée. Donc, je dirais premier coup de pioche 2018. L'enveloppe globale, 80 millions d'euros, c'est un gros projet, effectivement, qui devra s'étaler sur les 2 mandats. Donc, ce mandat-ci, puis le prochain. Sur des chantiers comme celui-ci, vous avez des aides ? Alors, nous sollicitons la région, puisque vous savez que dans le cadre de la loi NOTRe, la région peut apporter des financements sur des projets structurants de dimension régionale, puisque là, c'est un axe nord-sud même qui va permettre de les enclaver, enfin de soulager, comme on l'a dit, Jargeau, de soulager aussi le Pontina. Donc, c'est vraiment un projet structurant. Donc, la région pourrait apporter des financements. Vous savez que le département a la compétence route, la région compétence fer. Le département peut aussi, de son côté, apporter des financements sur le fer. Lorsqu'on va créer cette déviation qui va passer, d'un côté, elle passe au-dessus de la voie ferrée, de l'autre côté, elle passe dessous, c'est quand même bien des travaux qui sont réalisés en rapport avec la réouverture de la ligne Orléans-Châteauneuf. C'est un échange de bons procédés. Ça serait un échange de bons procédés, effectivement. Voilà ce que je voulais poser à Marc Bonnet, c'est ça. Peut, elle désire. Alors, le président Bonneau, pour l'instant, nous a dit qu'il n'était pas question de mettre de l'argent sur les routes. Bon, ceci dit, voilà, nous, on a aussi des moyens de dire que lorsqu'on va passer au-dessus et en dessous de la voie ferrée, c'est quand même aussi des travaux qui pourraient incomber à la région. Puis aussi, vous avez plus de 1000 ouvrages d'art à entretenir. Effectivement, donc l'ouvrage d'art, c'est un bien grand mot. Parfois, c'est un petit ponceau sur un ruisseau au milieu de la nature. Parfois, ce sont des ponts comme le pont de Châtillon-sur-Loire, par exemple, qui est bien mal en point. Ce pont de Châtillon, on a fléché 20 millions d'euros pour la restauration, une restauration lourde. Maintenant, ce sera peut-être moins. Ça ne sera pas plus. Je pense que l'enveloppe, on l'a vraiment gonflée pour qu'elle permette de faire face à cette dépense. Le pont de Châtillon, il n'est pas utilisé en période hivernale. C'est quand même dommage. Ça pénalise les commerçants de Châtillon, les habitants du Châtillonnais qui ont besoin de se rendre au nord de la Loire. Donc ce pont de Châtillon, il sera restauré avant la fin du mandat.
Christian Bidot. Alors, une de vos compétences aussi, c'est le SDIS. Alors, le SDIS, pour nos auditeurs, ce sont les pompiers. Les pompiers, ça coûte très cher, ça coûte de plus en plus cher. Même le président de l'IG s'en était ému. Je vois que vous allez construire des projets de construction de 12 nouveaux centres de secours. Alors, le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et secours. Hein. Voilà. Donc, de prévention et de protection des habitants. Oh, ça, non, incendie et secours. Voilà. Donc, vous êtes le président. Oui, depuis un an pratiquement. C'est les camions rouges. J'étais le premier vice-président du temps d'Éric Deligé pendant plus d'un mandat. Donc, effectivement, alors, le SDIS, on peut dire ça coûte cher, effectivement. Ceci dit, le budget du SDIS, c'est à peine 60 millions d'euros. Par an. Uniquement supporté par le département. Alors, non, département, pour en gros une vingtaine de millions d'euros, et les communes et intercommunalités pour 28 millions d'euros. L'État n'apporte pas d'aide, malheureusement, n'apporte plus d'aide aux services départementaux d'incendie et secours. Ça, c'est un peu dommage. L'essentiel de notre budget, il est constitué par la masse salariale. Hein. On a 400 sapeurs-pompiers professionnels, une centaine de personnels administratifs et techniques. Effectivement, ça représente une masse financière importante. Ceci dit, on a un niveau d'équipement dans le Loiret qui est remarquable en termes de matériel. En termes de bâtiments, effectivement, vous l'avez dit, M. Bidot, 12 centres de secours sont construits. Actuellement, il y en a 7 qui sont livrés déjà. 12 centres de secours construits sur tout le département, disséminés à des endroits bien précis où nous avons besoin d'une présence opérationnelle forte. 12 centres de secours construits par le biais d'un partenariat public-privé, unique en France. Hein, c'est le seul SDIS qui a eu recours à ce mode de marché public. Comment ça fonctionne Donc nous passons un contrat avec une entreprise sélectionnée parmi un certain nombre de candidats. Donc là, c'est un gros groupe, puisque c'est un groupe qui dépend de Vinci Construction. Et qui fait tous les et voilà, qui assure, qui construit tous les centres de secours, les 12, mais qui construit donc le bâtiment, qui l'entretient pendant 20 ans. Donc c'est un mariage pendant 20 ans. Et ensuite, il nous remet le bâtiment au bout de 20 années, où il aura assumé toutes les charges liées au bâtiment. L'intérêt, c'est que ça va plus vite. L'intérêt, c'est que oui, c'est une sorte de leasing. L'intérêt, c'est que ça va effectivement très vite. C'est ce que j'ai répété très souvent. Si nous étions passés par la loi MOP traditionnelle, il nous aurait fallu, en gros, on va dire une quinzaine d'années pour construire ces 12 centres de secours. Au mieux. Hein. Là, en 4 vagues, donc en 4 ans, on aura construit 12 centres de secours sur le département. Il y avait le feu. Un peu. Marc Godet, je veux qu'on revienne sur le SDIS. Ça ne peut fonctionner aussi que si vous avez des bénévoles. Tout à fait. Alors, on ne parle plus de pompiers bénévoles, on parle de sapeurs-pompiers volontaires. Hein, tout à fait. C'est vrai qu'à une époque, on parlait de pompiers bénévoles. Hein, je me souviens, il y a un certain temps. Oui, bien sûr, nous avons 1900 sapeurs-pompiers volontaires qui sont une force d'appoint extrêmement importante. C'est-à-dire que notre sécurité civile s'appuie sur ces deux têtes, je dirais, sur ces deux pieds, comme vous voulez. Les sapeurs-pompiers professionnels d'un côté sur les grands centres, comme on a sur Orléans, Pithiviers, Montargis et Gien. Et puis sur des sapeurs-pompiers volontaires qui, eux, occupent le terrain, principalement les zones rurales. Christian Bidot. Il n'y a pas de crise des vocations comme dans l'Église? C'est un petit peu... Nous sommes sur RCF. Oui, très bien. Effectivement, oui. Alors, effectivement, on enregistre une baisse du nombre de sapeurs-pompiers volontaires. Malheureusement, nous étions 2400 sapeurs-pompiers volontaires même. En gros, il y a une petite dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est 1800. C'est dire la masse importante qui a quitté nos rangs. Et c'est pour ça que nous engageons une grande campagne de recrutement. Vous avez dû voir les affiches un peu partout. Oui. Dans le périmètre de notre commission, nous avons aussi la Loire à vélo et la véloroute, la Scandibérique, comme on dit, qui relie Trondheim à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui passe dans le Loiret, en gros de Nargis jusqu'à Briard, donc qui arrive sur la Loire à vélo, finalement à Briard. C'est un itinéraire qui longe le canal du Loing, et c'est un bel itinéraire, effectivement, qui permet de faire du vélo en toute sécurité, qui attire des touristes, parce qu'il y a une forme de tourisme lié au vélo qui est importante. C'est une ressource financière importante pour nos hôtels, pour nos campings. Donc nous cofinançons, puisque la région est partenaire sur cette affaire. Même, je dirais que la région est le principal financeur aussi, avec l'Europe, des fonds européens aussi, qui sont débloqués sur cette Scandibérique. Nous avons, alors pour l'instant, c'est encore qu'un projet un peu lointain, de réaliser la même opération sur le canal Orléans, puisque ça nous ferait le fameux triangle, le triangle d'eau, comme certains disent, qui permettrait de relier Orléans-Montargis et Montargis-Briard et Briard-Orléans. Donc ce serait une très belle opération, très coûteuse, donc qui s'étalera dans le temps. Donc c'est quand même un dossier que vous suivez de très près. Tout à fait. Ça va se faire.
à terme. Le long du canal d'Orléans? Oui. Ah, ça va se faire dans un certain temps. Ça beau projet, ne sera pas sur ce mandat-là, en tout cas. Ça, c'est sûr. Et réhabilitation, on parle du canal, réhabilitation, alors du canal navigable, oui, non? Alors là, bon, je sais que certains élus orléanais, en particulier le président Leménian, est très attaché à cette navigation du canal. Il faut quand même bien se rendre à l'évidence que ce canal n'a jamais été vraiment navigable en période estivale, puisqu'il y a un point haut qui est situé en forêt d'Orléans, donc avec un tirant d'eau extrêmement faible. Donc le rendre navigable sur la partie, sur toute son intégralité, ça c'est impossible. On ne pourra pas le faire. Sur les anciens mandats, il y a eu quand même des travaux importants. C'est qui ont vrai. été faits sur le changement de porte d'écluse, etc. qui ont été Tout à faits fait, mais dans nous- une perspective d'ouvrir la navigation Orléans-Paris. Ah oui, mais là, c'était pas. Franchement, c'est. Moi, je suis désolé. C'est bon, c'est rêvé hein, que de penser à ça, puisque je pense qu'il faudrait investir mais des sommes colossales, hein, parce que ce canal n'a jamais vraiment été navigable en tout temps de l'année. Donc, nous l'entretenons. Et c'est aussi dans ma commission que ça se traite, c'est-à-dire que nous finançons les consolidations de berges, parce que parfois les berges s'effondrent. Nous apportons une subvention au syndicat du canal aussi, hein, qui permet de gérer cet ouvrage. La navigation, je pense qu'on peut l'envisager en gros d'Orléans jusqu'à, je cherche le nom de Vieille Maison. Vieille Maison, Ouais, Vieille Maison. Vieille C'est Maison. en gros au milieu entre les deux. Christian Ludo. Oui, le port d'Orléans a notamment été aménagé. On a l'impression que c'était un peu à fond perdu quand même, malheureusement. Tout à fait. Il y a une opération qui aurait pu être une très belle opération, mais à condition effectivement que le canal soit en eau. Et dans ces cas-là, pour qu'il soit en eau, il y a des travaux importants. La caravane de Loire, vous la regrettez pas un peu? Pour ma part, On est si, nombreux à la regretter. c'était une belle opération, mais extrêmement coûteuse pour le département, effectivement. Donc je pense qu'on peut trouver peut-être d'autres animations autour de la Loire et des canaux. Moins drôle dans l'actualité, il y a eu des incendies de bus à Beaugency. Ça va coûter cher au département ou l'assurance va payer? Ça ne coûte pas au département puisque nous avons une délégation de service public, donc c'est notre délégataire, Audulis, hein, qui fait les frais. Bon, évidemment, je pense que l'assurance rembourse intégralement ce préjudice. Là, on a observé une solidarité interdépartementale, puisque des cars sont venus du Loir-et-Cher pour porter assistance et assurer le transport de nos enfants. Christian, dernière question. On arrive au terme de l'émission, il est 11h53. Marc Godet, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je suis à votre service. Christian, au Non, service tout va aussi. bien, tout va bien. Les routes sont bien entretenues et le canal aussi. Ben, écoutez, Marc Godet, merci d'être venu passer Merci une demi-heure avec nous.